Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le président de la République d'Italie est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Sergio Mattarella est arrivé ce mardi, accueilli par le président de la République Alassane Ouattara. Les deux personnalités auront un tête-à-tête demain au palais de la présidence. Une visite de 72 heures pour renforcer la coopération dans plusieurs domaines. Le vice-président de la République à Dakar, au Sénégal, Tiemoko Mele Kone, a pris part à la prestation de serment du nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Dans un discours fédérateur, il retient l'urgence de retrouver une cohésion nationale et d'y être conscient du profond désir de changement des Sénégalais. Elle est en Côte d'Ivoire pour évoquer les questions de coopération dans divers secteurs. Le Premier ministre Robert Begré-Mwambé reçoit la secrétaire exécutive de la coopération économique allemande, le chef du gouvernement et son hôte du jour. On parlait d'énergie, mais aussi des questions d'impact du changement climatique et de la place de la femme. 1500 francs CFA, c'est le prix du kilogramme de cacao, en hausse de 500 francs. C'est ce qu'a annoncé le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. Une annonce qui ouvre ainsi la campagne intermédiaire de commercialisation. Il est en visite officielle jusqu'au 4 avril. Le président italien Sergio Mattarella, accueilli par le président de la République Alassane Ouattara, un déplacement de 3 jours pour revisiter plusieurs accords d'amitié dans divers domaines d'activité. Viviane Aïmé. Pays de l'Europe du Sud-Ouest possédant des frontières avec la France, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, l'État du Vatican, l'Italie est un pays ami de la Côte d'Ivoire depuis le 26 juillet 1961, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Des relations qui se sont développées positivement au fil des années à divers plans et qui font que l'Italie fait partie des pays dont l'appui est significatif dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait d'ailleurs effectué 2 visites officielles dans ce pays, en août 2015 dans le cadre de la journée ivoirienne à l'Expo Milan et en novembre 2015 à l'occasion du sommet de la Valette sur l'immigration. La visite officielle de 72 heures qu'effectue à partir de ce mardi 2 avril le président de la République italien, Sergio Mattarella, en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de l'amitié et de la coopération entre les deux pays et est porteuse de nombreuses et riches perspectives. C'est à 17h30 heure GMT que l'avion frappé du logo Repubblica Italiana s'est posé sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le président de la République Alassane Ouattara a accueilli son hôte à sa descente d'avion. Le président de la République italien Sergio Mattarella, 83 ans, réélu avec une majorité absolue de voix par les 1009 sénateurs, députés et responsables régionaux pour un 2e septennat entamé depuis le 22 octobre 2022. Il faut dire que l'Italie est régie par un régime parlementaire. Cependant, le président de la République détient d'importants pouvoirs comme celui de dissoudre le Parlement et nommer un Premier ministre en cas de crise politique. Le président de la République, Sergio Mattarella, a reçu les honneurs officiels dus à son pays et à son rang de président, notamment l'exécution par la garde républicaine de l'hymne national italien et ivoirien, les honneurs militaires, l'échange de poignées de main entre le président de la République Alassane Ouattara et son hôte devant la presse pour signifier la force des liens entre les deux pays. Dans la cour du pavillon présidentiel, le président de la République italien a reçu l'aquaba solennelle des chefs traditionnels. Le président Sergio Mattarella entame ainsi sa visite officielle de 72 heures en terre ivoirienne. Les questions de coopération économique occuperont une place de choix. Le vice-président de la République, Tiemoko Mele Kone, était à Dakar, au Sénégal. Il a représenté le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Âgé de 44 ans, il est le 5e président du Sénégal et le plus jeune de l'histoire du pays. La cérémonie s'est déroulée dans la ville de Diamniadio, près de Dakar. Et c'était en présence de 8 chefs d'État, des chefs de gouvernement
africains et de représentants de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le vice-président a regagné Abidjan dans la soirée de ce mardi. La secrétaire exécutive parlementaire auprès de la ministre fédérale allemande de la coopération économique et du développement est en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé l'a reçue à la primature. Elle est venue parler d'énergie, mais aussi de questions d'impact de changement climatique. Franck Wadio. Bärbel Kopfler, secrétaire d'État parlementaire auprès du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, reçu en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, une rencontre de travail. C'est une rencontre très importante pour la délégation allemande car nous travaillons sur les questions de changement climatique et ses répercussions, sur la situation sécuritaire, mais aussi sur les perspectives d'emploi jeune et le renforcement du rôle de la femme sur les questions économiques. Avec le Premier ministre, nous avons surtout parlé des questions énergétiques et de notre volonté à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement en énergie solaire. Et en la matière, la délégation allemande inaugure le mercredi à Bundiali une centrale solaire et dans la foulée pose la première pierre de la phase 2 de ce projet. C'est la matérialisation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Notons qu'en 2023, les deux pays s'engageaient dans un nouveau partenariat de coopération dans le secteur du climat et du développement. Un guide pratique élaboré au Parlement ivoirien, il va faciliter l'action des commissions de l'évaluation des politiques publiques du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le document remis aux responsables des deux chambres, c'est une boussole pour mieux les orienter dans leur démarche. Moussa Konaté, Barnabé Kona. Le guide pratique de l'évaluation des politiques publiques remis aux deux vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le document comporte les orientations et stratégies permettant aux commissions de l'évaluation des politiques publiques des deux chambres du Parlement ivoirien de bien mener leurs activités, notamment l'élaboration d'une proposition de texte de loi. Il faut avoir ce guide que nous appelons didactique, qui nous permet de travailler chaque fois que nous avons des missions à accomplir dans ce domaine. C'est notre livre de poche et qui est notre repère, qui nous permet de regarder pour voir effectivement tous les éléments didactiques, les éléments pédagogiques. L'évaluation des politiques publiques est un levier de développement. Elle vise à renforcer la gouvernance en vue de meilleurs résultats. C'est une volonté politique du président de la République, Alassane Ouattara. Nous devons traduire cette volonté politique-là en actes par des rapports de mission, d'évaluation pertinents, par des rapports de mission de qualité, et que ces rapports-là ont une base légale et que ça soit profitable aux populations. Le guide pratique de l'évaluation des politiques publiques a été conçu avec le soutien de partenaires dont l'Union européenne. Au Sénat, une délégation de l'ASCAD reçue par la présidente Kandia Camara, le professeur Owa Sepo et les membres de la société savante remercient la patronne de la Chambre haute du Parlement pour le soutien à l'Académie lors de la célébration de ses 20 ans d'existence. Herman Guivé. Du 27 au 29 février dernier, l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, célébrait ses 20 ans d'existence. À la faveur de cette célébration, l'ASCAD a bénéficié du soutien de plusieurs institutions, au nombre de celles-ci, le Sénat de Côte d'Ivoire. Une délégation de l'Académie avec à sa tête son président, le professeur Owo Aseipo Antoine, venu remercier le Sénat pour le soutien exprimé au cours de cette célébration. Madame la présidente du Sénat nous a soutenus. Elle s'est déplacée, elle est venue nous honorer de sa présence. Nous avons été très satisfaits. Les confrères, les immortels, dans leur ensemble, estimaient qu'il était bien séant de venir et lui manifester toute notre satisfaction. Nous avons reçu des encouragements et nous sommes souvenus de ce que depuis toujours le Sénat a soutenu notre compagnie. Nous avons été très bien reçus et nous partons très satisfaits. L'ASCAD pourra toujours compter sur le Sénat de Côte d'Ivoire. Le Sénat s'honore de recevoir le président et les membres de l'ASCAD. Et nous avons profité de l'occasion pour leur adresser toutes nos félicitations. D'abord pour la bonne organisation de la cérémonie commémorant les 20 ans de l'ASCAD, mais surtout pour le travail immense fait par l'ASCAD. Nous avons pris l'engagement, comme ça a été le cas avec mon prédécesseur, de continuer d'être aux côtés de l'ASCAD
pour les accompagner, les soutenir. Nous avons aussi pour mission la représentation des collectivités territoriales et les Ivoiriens de l'extérieur. Nous travaillons aussi pour le développement de notre pays. Donc il est tout à fait normal que nous puissions soutenir les acteurs comme les membres de l'ASCAD qui travaillent dans le même sens. Félicitations à tous les membres de l'ASCAD. Vous pourrez compter sur la disponibilité du Sénat et des sénateurs et sénatrices de Côte d'Ivoire. La célébration des 20 ans de l'ASCAD, marquée par des conférences, expositions et soirées artistiques, a permis d'aborder des préoccupations au cœur de la société ivoirienne, mieux, des sociétés africaines. Parmi ces préoccupations, la formation, l'éducation et l'emploi. Et l'actualité, c'est aussi le prix du cacao qui est fixé à 1500 francs CFA, en hausse de 500 francs par rapport à la campagne dernière. Annonce faite ce mardi par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjumani. C'était lors du lancement de la campagne intermédiaire de commercialisation 2023-2024 de cacao. Je vous propose justement de l'écouter. Depuis la création du Conseil du café et cacao en décembre 2011, la Côte d'Ivoire a opté pour l'octroi d'au moins 60% du prix CAF de ses produits aux producteurs en exploitant un système stabilisé basé sur la vente par anticipation d'une bonne partie de la récolte sur les marchés à terme. Notre pays a déjà expérimenté le système libéralisé dont les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. En effet, les 12 années de stabilisation 2011-2023 ont permis d'obtenir avec les ventes anticipées un prix CAF moyen par kilogramme de 1428 francs CFA contre 1076 francs CFA servis lors des campagnes où régnait le système libéralisé avec les ventes spot de 2000 à 2011. Et nous nous souvenons tous des prix dérisoires qui étaient payés aux producteurs lorsque les prix mondiaux venaient à chuter. Souvent, le cacao était payé à moins de 500 francs CFA. Ce qu'il faut retenir dans le système stabilisé, c'est que la hausse quotidienne des cours mondiaux n'est pas répercutée immédiatement, mais elle profite aux producteurs avec un décalage dans le temps, puisque les ventes de la récolte future s'effectuent au moment même de cette hausse. Ceci étant dit, nous vous informons que pour la campagne intermédiaire, le résultat des ventes par anticipation de la récolte de la période d'avril à septembre 2024 a permis de réaliser un prix CAF moyen de 2326 francs CFA le kilogramme. Sur cette base, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de servir le prix aux producteurs à 1500 francs le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation. Et voilà qui est dit. Donc, le prix du kilogramme est en hausse de 500 francs par rapport à la dernière campagne. 1500 francs, donc, le kilo de cacao pour la campagne intermédiaire qui démarre. Lansini Bakayoko donne les raisons de cette augmentation. Alors que la tonne de cacao culmine à des niveaux records sur le marché international, en Côte d'Ivoire, qui fournit 45% de la production mondiale de cacao, la rémunération des producteurs est sujette à spéculation. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux, un peu partout. On nous dit par exemple, au Cameroun, en Guinée, ceci, on paye le prix et le marché flambe. Nous souhaiterons, en toute honnêteté, que l'État réagisse. Ce cri du cœur a visiblement été entendu par les autorités de la filière
qui ont augmenté le prix Borchamp à 1 500 francs, soit 50% de hausse. Nous vous informons que pour la campagne intermédiaire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de servir le prix aux producteurs à 1 500 francs le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation. Si l'envolée des coûts de l'or brun, tiré par une offre moins importante qu'anticipée, ne profite pas aux producteurs, c'est en partie en raison du système de vente. Il a fallu que l'on observe une hausse des prix sur les marchés boursiers depuis le premier trimestre de l'année 2024 pour que de nombreuses langues se mettent à critiquer le système stabilisé au profit du système libéralisé parce que, dit-on, le système stabilisé ne répercute pas systématiquement les hausses des prix internationaux sur le prix payé aux producteurs. Mais la vente à terme n'a pas que des inconvénients. Le prix plancher garanti aux producteurs préserve les planteurs de la spéculation tout en donnant de la visibilité aux transformateurs de cacao locaux, ce qui est censé encourager la production de chocolat made in Côte d'Ivoire. En matière de qualité, nous avons fait beaucoup d'efforts. Ce que nous demandons aux chocolatiers, c'est de nous récompenser sur la qualité parce que nous faisons réellement la qualité aujourd'hui. En réalité, les hausses sont incompatibles avec le système de vente anticipée où le prix d'achat du cacao est fixé avant chaque campagne de récolte, une stratégie sanctuarisée par le décret du 17 octobre 2012 et pensée pour protéger les cacaoculteurs des aléas du marché mondial. Depuis qu'il y a eu la libéralisation, nous n'avons jamais vu ce prix de 1 500 francs en Côte d'Ivoire ici. Et aujourd'hui, les prix flambent, les prix aussi peuvent chuter. Donc ça peut flamber dans la semaine, ça peut chuter dans la semaine. Nous devons nous contenter de ce que nos autorités ont fait pour nous. Problème, la multiplication des phénomènes de fortes pluies causés par le dérèglement climatique provoque un amenuisement du nombre de fèves produites en Côte d'Ivoire et complique les estimations de volume d'une campagne à une autre. Or, c'est sur la base de ces estimations qu'est vendu le cacao ivoirien sur le marché mondial avant le début de la campagne de récolte. Il y a des requins qui sont dans cette affaire, qui vont abuser de nos parents et qui, dans le cadre des intermédiaires, font que ce n'est pas le prix qui est fixé auquel on achète le cacao. Avec 80% de ces fèves commercialisées 6 à 12 mois avant leur récolte, la Côte d'Ivoire ne peut rehausser ses tarifs pour coller à la flambée du cours. Ainsi, les prix d'achat Borchamp, des 20% du volume restant mis en vente durant la récolte, demeurent relativement proches du prix plancher tout au long de la campagne, mais cette fois, ils ont été fortement majorés. Les paysans sont heureux. Il faut reconnaître que c'est le prix record de l'histoire du cacao que nous avons enregistré aujourd'hui. Et c'est toute une fierté pour nous. On a vécu plusieurs systèmes. Jusqu'à un moment, on a vendu le cacao en Côte d'Ivoire à 400 francs. Mais aujourd'hui, les producteurs qui ont entendu 1500 aujourd'hui, je n'ai jamais vu dans la filière café-cacao. Malgré tout, entre la libéralisation et la stabilisation, certains experts préconisent un système hybride. Le système hybride consiste à compléter les insuffisances de chaque système. Parce que l'un ou l'autre a des insuffisances et des avantages. Dans la libéralisation, les difficultés sont que les producteurs sont livrés à la fluctuation incessante des prix. Donc il y a un risque de prix. Ça, c'est les inconvénients dans la libéralisation. Dans le système de garantie, de stabilisation, le prix, il est garanti, il est stabilisé. Sauf que quand il y a les envolées comme ce qu'on connaît actuellement, le producteur ne bénéficie pas directement de ces envolées des prix et ça fait des frustrations. Mais le prix de la fève ne représente qu'une partie du coût final des produits chocolatés que l'on achète en magasin. Et les grands industriels du chocolat savent acheter pour se couvrir contre la spéculation. Pour les PME ou les artisans, ça sera sans doute plus dur à gérer. Et pour les paysans producteurs, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Et la police nationale reçoit 17 véhicules de type 4x4. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a remis la dotation, un matériel pour améliorer la mobilité des hommes et renforcer les actions de lutte contre l'insécurité. Chris Diomandé, à Boussanogo. Le président de la République équipe la police nationale. 17 véhicules de type 4x4.
remis au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour améliorer la mobilité des fonctionnaires de police, mais aussi contribuer à la lutte contre l'insécurité. Monsieur le ministre, l'acquisition de ces véhicules vient soulager les préfets de police, les directeurs centraux bénéficiaires qui étaient confrontés à de véritables difficultés de mobilité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Fagondo Diomonde, n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et de féliciter la police nationale pour tout le travail abattu. Il s'agit donc de mettre à la disposition des personnels de la police nationale un ensemble de matériel roulant afin de leur permettre d'accroître leur mobilité et par voie de conséquence leur rendement dans l'accomplissement des missions quotidiennes. Mission qui consiste à traquer les malfrats de tout acabit et à assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens nécessaires pour la consolidation des nombreux acquis du gouvernement sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, à qui nous ne cesserons jamais d'exprimer notre reconnaissance et notre infinie gratitude. Fagondo Diomonde a saisi l'occasion pour lancer un appel. C'est par une synergie d'action, synergie d'opération aussi bâtie à l'aune de la collaboration entre la population et l'État, notamment les forces de défense et de sécurité, que nous parviendrons à parer avec plus d'efficacité les actions néfastes de la pègre et d'en réduire les effets. Sur les 17 véhicules, 4 ont été remis aux directeurs centraux, 9 au préfet de police de Man, d'Odjene, de Korogo, d'Aboasso, d'Abengourou, de Bondoukou, de Daloa, de Gagnoa et de San Pedro. Et enfin, 4 véhicules ont été remis au commissariat et district de police de Benjeville, du 4e, du 18e et du 35e arrondissement. Le district autonome d'Abidjan met fin au commerce ambulant sur les grandes artères, la mendicité et l'usage des charrettes à bras. Une interdiction formelle à suivre dans ce communiqué lu par Franck Quadio. Monsieur le ministre-gouverneur porte à la connaissance de la population du district autonome d'Abidjan que dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, le commerce ambulant sur les grandes artères, la mendicité sous toutes ses formes et l'usage des charrettes à bras outre ou pousse-pousse sont désormais formellement interdits sur toute l'étendue du territoire du district. Le ministre-gouverneur tient à préciser que cette mesure vise à assainir le cadre de vie des populations, à assurer davantage la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'une meilleure fluidité routière. Le ministre-gouverneur voudrait pouvoir compter sur le concours et l'esprit citoyen de tous et de toutes afin de contribuer aux côtés du gouvernement à redonner à Abidjan sa réputation de perle des lagunes, une ville qui offre une meilleure qualité de vie à ses populations et aux visiteurs. Dans le même élan, le même objectif poursuivi, et vous l'avez certainement remarqué, des panneaux publicitaires anarchiques inondent le Grand Abidjan. 300 ne respectent pas la distance réglementaire et la norme en matière d'affichage seront donc purement et simplement détruits. Le gouvernement a lancé ce mardi une opération de démantèlement. C'est Forazegui. Le gouvernement ivoirien veut assainir le secteur de la publicité. Ce mardi 2 avril marque le début d'une campagne de démantèlement des panneaux d'affichage irréguliers et installés de façon anarchique dans le Grand Abidjan. Ces panneaux sont des panneaux illégaux, ne respectent ni les normes, ni une autorisation quelconque donnée par une autorité habilitée à le faire. Les normes, d'abord, il y a la dimension du panneau, il y a l'espacement aussi entre panneaux. On a eu un vaste programme qui est en cours d'ailleurs, un vaste programme de modernisation de l'affichage. Et nous avons un projet pilote qui est en cours. Cette action favorise la mise en œuvre de la politique d'assainissement de ce secteur. L'on constate après chaque campagne une recolonisation d'emplacements déjà traités et la repose de dispositifs démantelés entre autres. Le gouvernement prend donc ses responsabilités. Les réfractaires à la réglementation en vigueur seront sommés de payer une amende. Ce qui est fait quand les gens récidivent, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous démantelons encore et puis les régies responsables de ces situations sont purement et simplement sanctionnées. La sanction va jusqu'au retrait de l'autorisation qu'on leur donne.
À terme, ce sont plus de 300 bannières qui seront détruites dans le district d'Abidjan. L'opération vise à garantir le respect de la réglementation en vigueur, de préserver la sécurité des usagers de la route et de restaurer le paysage urbain. Dans un autre domaine, le système ouest-africain d'accréditation fait le point de ses activités 6 ans après. C'est un outil de protection des consommateurs, de promotion de la qualité et de compétitivité dans l'espace UEMOA, un instrument incontournable de facilitation du commerce international. Le ministre Souleymane Diarra Souba a remis les clés du nouveau siège. Léon Brou. Voici le siège du système ouest-africain d'accréditation SOAC, un cadre pour l'optimisation de l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité des produits et services, 60 actes délivrés, dont 30 à des structures ivoiriennes en 6 ans. En 6 années aussi, 3 accords de reconnaissance mutuelle signés, ouvrant les produits et services de l'espace UEMOA certifiés SOAC sur la CEDEAO, l'Afrique et l'Europe. Une fois qu'un produit certifié par un organisme accrédité par le SOAC, le produit est accepté sur le marché international. Donc, d'une manière claire, ça rassure et ça également garantit la sécurité et la santé des populations. Ça préserve également l'écosystème. Le SOAC, plus qu'un outil de protection des consommateurs, de promotion de la qualité et de la compétitivité, un instrument d'opérationnalisation de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, s'en réjouissent l'UEMOA, la CEDEAO, l'ONUDI, le gouvernement ivoirien. Pour les années à venir, en termes de compétition, par rapport à l'accès à l'ensemble des marchés, le principal défi, c'est la qualité. Et je me félicite en tout cas de tous les soutiens multiformes, notamment au niveau du SOAC. Et cela a naturellement un impact sur les charges, sur les coûts. Ce nouveau siège, toujours un don de la Côte d'Ivoire en remplacement du siège provisoire du système ouest-africain d'accréditation. Son inauguration aussi pour remettre les certificats aux derniers organismes ivoiriens accrédités par le SOAC. Une centaine d'agents issus de différents ministères sont à l'école. Ils vont apprendre les bonnes pratiques internationales en matière de gestion des finances publiques. Un atelier initié par la direction du contrôle financier. 5 jours de formation dont nous parle Dangui Dangui. Sur le chemin de son développement socio-économique, planifié par le Plan national de développement PND 2021-2025, la Côte d'Ivoire a la confiance et le soutien du Fonds monétaire international FMI. C'est ce qui ressort du discours du porte-parole de la mission du FMI sur les bords de la lagune Ébrié du 25 mars au 6 avril 2024. C'était ce mardi lors de la séance formelle de démarrage de cette émission du Fonds monétaire international en présence du ministre de l'économie et des finances et de toutes les administrations bénéficiaires de programmes financés par le FMI. Vous avez travaillé sur la demande de la facilité FRD. Et on a en même temps conclu ces négociations. Et c'était un très très bon travail. Cette mission, Monsieur le ministre, a pour objectif de faire la première revue de ce programme au titre de la FRD, mais aussi la deuxième revue du programme de stabilisation macroéconomique et financière au titre de la facilité élargie de crédit. Les deux programmes apportent un soutien financier à la Côte d'Ivoire d'environ 4,8 milliards de dollars EU. Et c'est l'engagement le plus élevé du fonds en ce moment en Afrique subsaharienne. Le ministre des Finances de réaffirmer la volonté du gouvernement de travailler à maintenir le cap vers l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement poursuivra les efforts afin de, premièrement, maintenir la viabilité des finances publiques et de la dette à travers une hausse graduelle de la pression fiscale et la convergence du déficit budgétaire à la norme communautaire de l'UEMOA de 3% en 2025. Deuxièmement, stimuler la création d'emplois en faveur des jeunes. Troisièmement, faire évoluer le paradigme de croissance de la Côte d'Ivoire vers un modèle axé sur la productivité du secteur privé
et la diversification verticale. Le ministre de présenter à la délégation du Fonds monétaire international quelques indicateurs qui témoignent de la bonne santé de l'économie ivoirienne. En 2023, la croissance économique est restée à 6,5% contre 6,2% en 2022 et l'inflation contenue à 4,4% contre 5,2% en 2022. Le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Aoutou Kofi Emmanuel, a procédé à l'inauguration d'écoles primaires, de forages. Il a aussi connecté des villages au réseau électrique dans le département de Sakassou. Ces activités sont en marge des festivités de la célébration de la fête de Pâques. Les populations de la capitale du royaume baoulé se réjouissent de toutes ces actions de développement local. Le reportage de Soro Corona. Le programme d'eau pour tous à Sakassou, lancé par le mouvement des plaidoyers pour le développement socio-économique et culturel, se poursuit. À Srambonossou, la réalisation d'un forage met fin à la corvée d'eau. On va jusqu'à Ambrousse pour aller chercher. On se lève à 3h du matin pour aller chercher l'eau. Si femmes se lèvent pour aller, elles voient fétiche là-bas. En tout cas, ça ne nous arrange pas. À Kounoua, toujours dans le département de Sakassou, le ministre, directeur de cabinet du vice-président de la République, Aoutou Kofi Emmanuel, a procédé à l'inauguration d'un forage. L'eau n'est pas la seule préoccupation à trouver solution. Kofi Emmanuel Aoutou a mis à profit le week-end pascal pour inaugurer des écoles primaires et mettre sous tension des villages du département de Sakassou. À Srambonossou, Kanangoudan, Golipokoukoro et Kounoua, les populations saluent les efforts du président de la République Alassane Ouattara pour améliorer leur quotidien. Le nombre pléthorique d'élèves dans les classes ne nous permet pas de bien assimiler les cours dispensés par nos enseignants. Ces beaux bâtiments de cette classe vont nous permettre d'être à l'aise dans les classes. C'est de dire merci à notre autorité, le frère Aoutou qui nous a envoyé l'eau. Les ancêtres même lui disent merci d'abord, et puis les vivants. Le ministre directeur du cabinet exprime l'engagement du gouvernement à œuvrer à l'essor du département de Sakassou. Nous entreprenons toutes ces actions avec le soutien des plus hautes autorités de ce pays, le vice-président de la République et le président de la République, qui sont également des soutiens à notre plaidoyer pour que le social soit une plus grande réalité ici à Sakassou. Et les réponses arrivent progressivement. Les ministres Amédée Kouakou et Nguessan Kofi étaient écoutés de Emmanuel Aoutou. Je peux vous rassurer qu'avec Aoutou et Kofi Nguessan, nous allons travailler pour présenter au président de la République la route qui va donc de Nguéboroa pour passer ici pour aller à Sakassou. On va proposer ça, si le président est d'accord, on va le faire. Avec l'électricité aujourd'hui, tous les jeunes qui vont à l'école, ils vont pouvoir étudier à la lumière. Nous, de notre génération, on a étudié avec la lampe tempête. C'est un élément extrêmement important pour nous, pour le développement de notre pays. Je suis très heureux aujourd'hui d'être dans ce village. Le programme d'eau pour tous à Sakassou règle progressivement la question d'accès à l'eau potable. Pour l'électrification, le taux s'élève à plus de 90%. Tous les villages de Sakassou sont dotés d'une école primaire. C'est le grand retour de Génie en herbe sur les antennes de la RTI, l'émission de culture générale revient et cette saison 2024 va opposer, comme avant, l'établissement scolaire. Les initiateurs ont procédé au tirage au sort récemment à la direction commerciale et marketing du groupe RTI, 16 écoles compétition. Evradeo Souleymane Donisongou. Que signifient les lettres ONG ? Elle revient pour mettre en lumière la connaissance des élèves en culture générale. L'émission Génie en herbe Côte d'Ivoire s'ouvre pour une nouvelle saison en cette année 2024, 6 ans après le dernier épisode. Les 16 établissements en lice sont tirés au sort en vue d'en faire des groupes pour les différentes manches. Pour la présente édition, la firme structure à l'initiative de ce jeu concours et ses partenaires entendent prôner l'excellence. Il a fallu prendre du recul pour réfléchir, pour repenser la saison, pour voir un peu comment la rendre plus attrayante. On a eu énormément d'innovations tout au long des présélections parce que cette année, les présélections étaient en ligne. Et pour nous, vraiment, il s'agissait de permettre justement à la nouvelle génération de pouvoir avoir un divertissement, quelque chose d'éducatif. Donc, on veut mettre en valeur l'excellence au niveau de la jeunesse. C'est un devoir régalien que nous menons ensemble. Tout ça, c'est pour le bonheur des enfants, pour leur éducation. C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui on renouvelle notre partenariat avec Génie en herbe. Donc c'est tout naturellement qu'aujourd'hui on s'associe pour
accompagner la jeunesse ivoirienne dans le développement de ses capacités mentales. Comme depuis le début de l'aventure, la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, est aux côtés des organisateurs. La mission de la RTI, c'est informer, éduquer et divertir. Et ce programme-là va en ligne droite donc avec la vision du groupe. Je voudrais en plus de cela rassurer que le groupe RTI est vraiment prêt d'un point de vue technique. Toutes les dispositions ont été prises pour que vraiment ce programme soit une véritable réussite. Les manches éliminatoires démarrent sur les antennes de RTI 1 dans le courant de la première semaine du mois de mai. Le vainqueur, quant à lui, répartira avec la somme de 12 millions de francs CFA. Rendez-vous est donc pris pour Génie en Herbe 2024. La solidarité se poursuit en cette période de Ramadan. Les cadres RHDP de Bondoukou ont fait don aux chrétiens et aussi aux musulmans 10 tonnes de vivres à ces communautés. On le voit avec Armel Dia. Promouvoir le vivre ensemble, la solidarité et la générosité, des valeurs chères aux responsables de section du RHDP dans la ville de Bondoukou. Ils ont offert 10 tonnes de riz aux communautés musulmanes et chrétiennes. Nous sommes très heureux de recevoir ce don qui, je pense, va nous permettre d'aider certains de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Chaque année, quand les communautés observent les jeunes, nous nous mettons ensemble pour trouver des ressources pour venir soutenir. Nous avions pu avoir à l'occasion de cette cérémonie-là 10 tonnes que nous sommes en train de répartir sur l'ensemble des communautés. À l'issue de cette cérémonie, les 2 communautés ont pris part à une rupture collective de jeûne du Ramadan à l'esplanade du siège du RHDP. Et l'écrivaine Maryse Condé n'est plus la grande dame des lettres antillaises. S'en est allée dans la nuit du 1er au 2 avril à l'âge de 90 ans. Originaire de Guadeloupe, l'écrivaine disparue était auteur d'une trentaine de titres. L'auteur de Ségou, épopée romanesque en 2 volumes, une œuvre qui l'a fait connaître dans les années 80. Elle a obtenu en 2018 le prix Nobel alternatif de littérature pour son roman Le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana. En 2017, avec Aimé Césaire et Édouard Glissant, Maryse Condé a longtemps incarné la puissance et la créativité de la francophonie caribéenne. Et juste après cette édition, la direction des magazines d'information vous propose votre magazine Le Débat, un numéro consacré à la préservation de la forêt et son impact sur la survie de la planète durant 90 minutes. Eliane Hervaux, que vous voyez sur ces images, et 16 invités échangeront sur les conséquences et les solutions pour la préservation de la forêt. Voilà donc qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le petit du crocodile ne se plaint pas quand il est jeté à l'eau. Dieu le voulant, on se retrouve demain.